moi, je vais me présenter. Déjà, je suis Cédric Hardy. Je suis le délégué général de Culture Co, Réseau national pour la culture dans les départements. Je suis accompagné de ma collègue Mathilde Chevilliot, qui coordonne le Lucas à mes côtés au sein de Culture Co. On organise ce webinaire donc, en partenariat avec la communauté de communes de Granville-Terre-et-Mer dans le cadre de l'élaboration de son projet culturel de territoire. Je tiens à saluer d'ailleurs Marie-Claude Corbin, vice-présidente déléguée à la culture de la communauté de communes, Bertrand Méret, directeur général adjoint, Yannick Gasquette, coordinateur du réseau des médiathèques, et Marc Lorenec, directeur de l'école intercommunale de musique. On est sur un temps, du coup, qui est un temps de rencontre nationale. On a organisé ce webinaire à partir des thématiques qu'on a identifiées dans le cadre du diagnostic au sein de la communauté de communes. Et c'est un webinaire qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de ce territoire, bien sûr, mais aussi aux acteurs des communautés Lucas qu'on a pu accompagner à l'échelle nationale. Je fais un petit clin d'œil du coup à Loire-Forêt Agglomération que j'ai aperçu dans le tour de vignette. Voilà. Et c'est aussi un webinaire qu'on ouvre à nos adhérents, puisqu'on est un réseau national, donc à nos adhérents des départements, mais aussi à nos partenaires. L'objectif de ce webinaire, comme d'habitude, partager une pratique, partager un projet, partager un parcours, s'inspirer. La thématique du jour, c'est la question du coup des projets culturels de territoire, moteur de coopération au sein des intercommunalités. Alors, pourquoi cette thématique? Pour commencer, on pourrait déjà définir ce que sont les projets culturels de territoire. Alors, je vais emprunter ici la définition à deux politologues bien connus dans notre secteur, Emmanuel Négrier et Philippe Théier, définition qu'ils ont posée dans le cadre de l'ouvrage éponyme publié en 2019, Les projets culturels de territoire. Alors, pour ces deux chercheurs, les projets culturels de territoire correspondent à une organisation de l'action collective qui dépasse les seuls acteurs institutionnels, formalisée par un ou plusieurs documents stratégiques négociés et délibérés, ayant le bien commun territorial en perspective au-delà d'un simple équipement ou dispositif, et qui se réfère à une échelle spatiale variable en combinant développement artistique, culturel et territorial. Alors voilà pour cette définition posée par Emmanuel Négrier et Philippe Théier. Il me semblait important de commencer par là. Alors depuis près de 15 ans, on voit qu'il y a de nombreuses intercommunalités qui impulsent ou révisent leurs projets culturels de territoire. Cette dynamique, dans de nombreux cas, implique le compagnonnage des conseils départementaux. On pourrait d'ailleurs citer le cas de la Loire-Atlantique ou de la Mayenne, qui sont deux de nos adhérents. Rappelons qu'avec les projets culturels de territoire, nous avons affaire à une notion souple, malléable, qui n'est pas définie par le législateur. Il s'agit probablement d'une zone d'intervention possible dont la maîtrise d'œuvre est bien souvent confiée aux EPCI et qui permet de faire émerger un projet collectif à la mesure de ce qui fait culture sur un territoire intercommunal. Rappelons enfin que les PCT n'appartiennent pas aux seuls acteurs publics, intercommunalités ou communes. Ils sont le fruit de démarches de consultation, de diagnostic et de co-construction avec les acteurs d'un territoire au pluriel, qu'ils soient publics ou associatifs, du champ culturel et au-delà. Et sachant par ailleurs que bien souvent la notion de culture y est appréhendée au sens large, voire anthropologique du terme. Alors dans bien des cas, cette mise en coopération des acteurs autour de l'objet culturel territorial pose plusieurs questions. La première, quel rôle, quelle posture pour l'intercommunalité dans l'animation d'un PCT? Comment le PCT peut-il soutenir et valoriser les coopérations avec les acteurs culturels du territoire, qu'ils soient publics ou associatifs? Comment bien doser l'action de l'intercommunalité pour ne pas étouffer les initiatives associatives ou encore comment travailler en synergie avec les partenaires institutionnels et notamment en lien avec les conseils départementaux pour que l'action culturelle d'un territoire puisse concerner tous les habitants, y compris les plus éloignés. Alors ces questionnements, nous les avons observés pour partie sur le territoire de Granville-Terre-et-Mer, ainsi que sur bien d'autres intercommunalités que nous avons accompagnées ces derniers mois avec le Lucas. Et c'est pour esquisser quelques perspectives de réponse que nous avons choisi de partager avec vous l'expérience de la communauté de communes de Ré-Atlantique, en invitant Madame Laurence Delaveau, 6e vice-présidente en charge de la culture, et Cécile Aupier, coordinatrice du projet culturel de territoire de Ré-Atlantique, que je salue. Dans un premier temps, on va se pencher sur le parcours de cette communauté de communes depuis la mise en œuvre de son premier projet culturel de territoire en 2018, en soulignant les étapes cruciales de diagnostic, de mise en œuvre et jusqu'à la révision récente du PCT en 2023. Après cette première séquence, on va prendre un temps d'une quinzaine de minutes pour pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas
à poser vos questions dans l'espace dédié. Et ensuite, on va plutôt se pencher du côté des défis, rencontrer des stratégies qui ont été mobilisées par la communauté de communes et surtout des accomplissements notables en matière d'éducation artistique et culturelle et de lecture publique. Voilà. Suite à cette seconde séquence, on aura à nouveau un temps d'échange et ensuite on clôturera le webinaire par la prise de parole des représentants de la communauté de communes Granville Terre et Mer. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction et sans plus attendre, je vais céder la parole à Laurence Delaveau et Cécile Aupier avec une première question. Mesdames, pourriez-vous nous décrire le contexte initial qui a mené à la création du projet culturel de territoire au sein de la communauté de communes Ré Atlantique? Je vous laisse du coup la parole. Bien, bonjour à tous. Donc ravi d'être parmi vous pour partager notre expérience. Pour répondre à votre question, je vais partir donc de la dissolution du syndicat de pays qui portait le projet culturel de territoire. Et en même temps, donc, la loi NOTRe a imposé des fusions de communautés de communes. Et juste avant cette fusion, chaque communauté de communes, donc Loire-Atlantique méridionale et région de Machecoul, ont décidé donc de porter ce projet culturel de territoire, de ne pas le laisser tomber, puisqu'il avait été impulsé par le syndicat de pays. Donc voilà un petit peu le contexte, en tout cas de ce premier projet culturel de territoire au sein de notre communauté de communes qui est Sud-Ré-Atlantique, parce qu'on est bien au sud du département. Je tiens à préciser. Donc, en tout cas, voilà le contexte. Alors, qu'est-ce que tu... Combien il y a d'habitants? Ah oui, donc alors au niveau de la communauté de communes, on est une communauté de communes qui n'est pas très importante, 25 000 habitants. On a 8 communes. Donc en fait, on a connu la fusion en 2017 et un divorce en 2020. Donc aujourd'hui 25 000 habitants, 8 communes, dont une commune qui était nouvelle, qui est Machecoul-Saint-Même, la commune centre, je dirais, de la communauté de communes. Donc le projet culturel de territoire a été au départ monté quand même essentiellement par les élus, mais il y a eu un premier diagnostic qui a été fait et il a fallu aussi avoir quelqu'un à nos côtés. Et Cécile nous a rejoints pour nous aider à faire un diagnostic et à établir ce premier projet culturel de territoire. Bonjour à tous, donc on va vous diffuser peut-être une petite vidéo pour déjà vous montrer quel est le contexte de ce projet culturel de territoire, comment on l'aborde. En tout cas, nous, on trouve qu'elle est assez pédagogique et on reprend la parole juste après, elle dure que 2 minutes. Voilà. Le projet culturel de territoire Sud-Ré-Atlantique est une convention signée entre l'État, le département et Sud-Ré-Atlantique Communauté. Ce deuxième projet culturel continuera de rendre accessible l'offre artistique et culturelle à tous les publics, sur tout le territoire. En créant un parcours artistique, en développant le réseau des bibliothèques, en soutenant l'école de musique Sud-Ré-Atlantique, en faisant découvrir le cinéma et la fabrication d'images, en organisant des actions d'éducation artistique et culturelle en direction des scolaires, de la jeunesse et des personnes en situation de handicap. Le projet culturel de territoire favorise également la rencontre et le partage de connaissances entre les acteurs culturels, artistiques, sociaux, associatifs et les élus. Par l'organisation d'un forum culturel pour mettre en commun nos réflexions, ainsi que par diverses actions de mise en réseau des acteurs. Enfin, ce projet culturel Sud-Ré-Atlantique vise à renforcer des liens entre les actions culturelles et d'autres thématiques sociales, environnementales, patrimoniales et touristiques, en proposant des spectacles dans les EHPAD, en accueillant des résidences d'artistes, des expositions dans des sites patrimoniaux avec l'Office de tourisme, en co-construisant un parcours culturel avec les habitants et les acteurs sociaux.
Le projet culturel Sudré Atlantique est une alchimie entre les acteurs locaux impliqués, les équipes des établissements culturels et les collectivités. Sudré Atlantique Communauté, territoire d'émotion et de création pour tous. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé d'une manière concrète en tout cas sur ce projet culturel de territoire numéro 2. Donc on va refaire un petit saut en arrière en 2017. Donc il y a eu une fusion, comme le disait Laurence Delaveau. Donc on a mené un diagnostic qui a duré à peu près 1 an, je dirais. Et là, il y a eu des actions qui ont été menées pour aussi donner à voir ce que pouvait être un projet culturel de territoire en termes d'action culturelle, donc concrètement auprès des élus et auprès des acteurs aussi. Donc le paysage culturel, il est assez simple. Donc il y a un théâtre municipal dans la ville centre, donc Machecoul-Saint-Mème, comme le disait Laurence Delaveau, 2 cinémas dans les 2 communes les plus importantes, et puis des bibliothèques dans chaque commune professionnalisées ou en format bénévole plutôt, avec un fonctionnement 100% bénévole. Aussi, donc on a des associations culturelles de pratiques artistiques en amateur, danse et arts plastiques un petit peu, photographie, théâtre, avec qui on aimerait plus travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, et une association école de musique qui a une dimension intercommunale, puisqu'elle a fusionné avec 4 autres associations pour en créer qu'une, et elle agit sur 4 communes sur les 8 de notre territoire. Et la communauté de communes les soutient beaucoup pour développer leurs projets. Et on est en partenariat régulièrement. Voilà sur l'aspect, on va dire, paysage culturel de manière très synthétique pour vous donner un petit peu le contexte de notre territoire qui est sûrement un peu différent du vôtre vu ce qu'on a pu en lire sur les Internet. Oui, notre premier projet culturel de territoire a permis déjà de constituer un certain maillage au niveau du territoire, donc de connaissances entre les acteurs, les différentes associations. Et le deuxième projet culturel de territoire, je dirais, renforce ce maillage. Et c'était une volonté de la petite vidéo, par exemple, était une volonté de rendre visible ce que c'était qu'un projet culturel de territoire, parce que quand on évoque ça, en fait, ça ne parle pas à grand monde. De rendre visible aussi le fait que c'est une compétence partagée. Donc, on n'enlève en rien la compétence culture à chaque commune. L'idée, c'est vraiment d'être accompagnant, d'être soutien aussi, tant au niveau des communes qu'au niveau des associations. Et ça, c'est important. Et enfin, pour moi, c'était très important que lors de la constitution et de l'élaboration du deuxième projet culturel de territoire, on parte du territoire. D'où l'appel à un cabinet pour évaluer le projet culturel numéro 1 et pour établir le deuxième projet, un cabinet qui fonctionnait sur tout ce qui était coopération et une démarche d'intelligence collective. Donc on a eu différents ateliers, différents forums, et ça nous a confortés parce que les gens étaient contents de se rencontrer. Ils ont découvert aussi tout ce qu'on avait sur le territoire. Ils n'avaient pas forcément connaissance de tout. Et on a eu un panel très très large d'acteurs, puisqu'on ne va pas simplement sur du culturel, mais on fait aussi du lien avec d'autres disciplines comme l'environnement, le patrimoine, tout ce qui est aussi éducation, donc les enseignants. Et puis, donc on travaille beaucoup aussi en lien avec l'éducation nationale et aussi la direction diocésaine. Donc l'idée, c'était vraiment de savoir ce qu'on voulait avoir
à partager sur notre territoire. Et partir du terrain était essentiel. Vous allez plus nous voir là un petit peu, parce qu'on va mettre un diaporama pour que vous ayez un peu une lecture de ce qu'on a mis en place autour de ce projet culturel de territoire. Donc vous avez bien compris qu'on l'a vraiment mis en place aussi en partenariat avec le département de la Loire-Atlantique et l'État. C'est bon, Cécile, ça marche. Ça marche? Oui. Alors, donc, ça c'est moi. Voilà. Donc voilà. Et alors, je vais vous présenter les axes du PCT numéro 2. Donc on a un axe 0. Alors ça peut paraître bizarre de l'appeler 0, mais on se disait que c'était quand même un peu la base d'avoir la gouvernance et les moyens. Donc on développera ce schéma un peu plus tard dans le diapo. L'axe 1, c'est connecter et rassembler les réseaux d'acteurs autour du PCT. L'axe 2, donc renforcer le maillage, comme je vous évoquais tout à l'heure, maillage du territoire par un accompagnement des acteurs en vue d'une offre culturelle d'intérêt commun. L'axe 3, c'était rendre accessible l'offre artistique et culturelle pour tous les publics, tous les âges, donc ce qu'on appelle les EAC, éducation artistique et culturelle. Et l'axe 4, c'était poursuivre la transversalité des actions culturelles avec d'autres politiques publiques, patrimoine, environnement, tourisme, etc. Donc ça, c'est moi, du coup. Donc on vous a fait une toute petite frise, on ne va pas tout décrire dans le détail, mais pour vous montrer en fait que le chemin qu'on a parcouru depuis 2017. Donc la préfiguration du premier projet culturel de territoire, elle a commencé dans le deuxième semestre 2017, je dirais, avec une inscription de la compétence d'une politique culturelle dans les statuts communautaires, puisqu'on était aussi dans une phase de fusion. Donc un état des lieux a été mené avec un diagnostic en interne pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Et donc quelques acteurs ont été concernés et surtout les élus du territoire. Ensuite, donc, on a élaboré plusieurs programmes opérationnels au cours de ces 4 années qu'on suivit, parce que l'année 2020, on va dire qu'elle était... bon, voilà, on ne l'a pas comptabilisée parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a plutôt passé notre temps à annuler pour reporter, comme tout le secteur culturel. Et quelques actions ont été menées, donc là j'ai mis les plus importantes, mais vous voyez en dessous qu'il y a eu 14 actions culturelles à destination de différents publics qui ont été menées en 2018, 13 en 2019, 20, 13 actions culturelles en 2021, bon, qu'on a pu mener quand même parce que voilà, on a été malin sur certains lieux de diffusion des projets. Et puis 11 actions culturelles et 10 actions culturelles. Voilà en fait le parcours qu'on a mis en place et l'évaluation qui a été faite en 2022-2023 avec 3 ateliers participatifs, donc composés d'élus et de quelques acteurs du territoire volontaires pour participer. Et puis, sinon, on a fait 3 forums culturels avec les acteurs associatifs, sociaux, environnementaux, jeunesse, petite enfance. Voilà, on a vraiment été dans une grande concertation, on va dire. Et ça a permis de faire en sorte que les acteurs se sentent concernés par la culture et par le projet culturel de territoire. Alors, la gouvernance de ce PCT2, alors on a mis un petit engrenage parce que on a au centre un groupe de coordination qui est donc avec Cécile, Pierre-Yves qui est l'agent en charge du réseau des bibliothèques, donc le président de la communauté de communes, le DGS et moi-même.
Donc, on se permet d'inviter, si on en sent le besoin, des acteurs ou des partenaires financiers pour avancer dans notre réflexion et puis dans notre projet. L'idée, c'est d'avoir du lien forcément avec nos partenaires comme le département, la DRAC, et donc on a un comité de pilotage partenarial qui était déjà présent dans le premier projet culturel de territoire. On a du lien avec la commission, donc que je préside, la commission culture, qui se voit assez régulièrement et qui, je dirais, grâce à l'évaluation et la réécriture du PCT numéro 2, a changé dans sa façon de voir les choses et puis dans le lien qu'on a avec les élus. Parce que maintenant, ils sont beaucoup plus, ils participent beaucoup plus. C'était un petit peu, je dirais, ça a permis de délier un peu les langues et puis d'embarquer tout le monde. Donc, on est tous sur le même bateau, donc tout le monde prend part. Et vraiment, ce tournant du PCT avec le PCT2 a montré qu'il y a un vrai lien qui se crée et donc on travaille vraiment ensemble. Et c'était, enfin pour moi, quelque chose d'essentiel dans ce nouveau projet culturel de territoire. Donc forcément, on fait remonter au bureau et puis si besoin au conseil pour voter ou pour informer. Voilà. Et puis on a dans ce nouveau projet culturel de territoire l'ambition d'avoir un forum culturel tous les ans. Donc à une échelle beaucoup plus importante, forum qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu lors de notre évaluation réécriture, et pour continuer ce travail ensemble et sur le territoire. Et on a aussi un petit groupe, vous avez noté, transversalité, puisque nous avons la chance sur notre communauté de communes d'avoir des agents, des chargés de mission qui travaillent sur l'environnement, la mobilité, le tourisme. Donc on fait du lien également avec eux. C'est bon pour moi. Lors du premier projet culturel de territoire, la question qui était assez prégnante chez les élus, c'était de savoir comment on allait différencier la limite de l'intercommunalité et puis celle des communes. Donc c'est une compétence partagée, mais néanmoins on a dû écrire des règles pour savoir comment on allait soutenir les actions culturelles qui émanaient des porteurs de projets, qu'ils soient associatifs ou municipaux, est-ce qu'ils s'inscrivaient dans le projet culturel de territoire. Donc, c'est des critères qui ont été aussi retravaillés avec les élus du territoire lors d'un atelier pour se mettre d'accord de qu'est-ce qui était du domaine du projet culturel de territoire ou pas. On s'est donc dit qu'il était nécessaire pour que ça fasse territoire d'être au moins sur 2 communes, mais pas en termes de rayonnement, mais en termes de coopération, de faire avec des acteurs. Donc, exemple assez simple que je vais vous donner pour que ce soit concret, c'est que, par exemple, un festival, il peut dire, bon, bah, moi, je rayonne sur plein de communes du territoire, donc ça peut rentrer dans le domaine du projet culturel de territoire. Mais comme je le disais, on ne parle pas de rayonnement, on parle de faire avec. Donc l'idée, c'est que ce festival se mette en lien, par exemple, avec un EHPAD ou avec un service jeunesse ou une association d'animation jeunesse pour proposer un projet en lien avec son festival, aller chercher les publics, en fait, et que ce soit dans une dimension collective et commune, et que ce moment de festival soit le point d'orgue de toutes des actions qui auraient été menées auprès d'autres publics.
Donc voilà comment on a déterminé ce critère obligatoire. Et puis après, il y a des critères optionnels et on doit, les acteurs, les porteurs de projets doivent répondre à 3 sur les 5 critères optionnels. Donc permettre le développement d'une offre culturelle de proximité, en général, ça c'est coché. Privilégier la présence d'intervenants et d'artistes professionnels, donc rémunérés. Même si on travaille avec des personnes, des pratiquants amateurs, le fait d'avoir une présence professionnelle peut aussi apporter parfois une autre vision de sa pratique et aussi développer des connaissances. Favoriser la coopération entre associations sur le territoire. Voilà, c'est aussi les interconnecter. C'est aussi le but de ce forum, c'est de les interconnecter. Et concerner des publics éloignés de la culture ou aussi de manière intergénérationnelle. Donc éloignés de la culture, c'est les publics plutôt empêchés, on dit aussi comme ça, c'est pas très très joli. Et favoriser un partenariat financier, humain et technique entre ceux qui se mettent en marche pour travailler un projet commun. Donc voilà les critères qui ont été discutés, votés avec les élus. Donc un PCT, ce sont des règles. Donc on se les est données par ces critères. Ce sont des relations avec le terrain, mais aussi les partenaires. Ce sont des fiches actions que l'on écrit. Pour chaque action, donc, il y a une fiche action qui permet de non seulement déterminer les objectifs, mais aussi la partie financière. Et donc, bilan à chaque fois qualitatif et financier, et suivi sur les différentes années du projet culturel de territoire. Donc, cette année, on a décidé d'avoir une saison culturelle. Voilà, et la saison culturelle, donc vous l'avez bien compris, la communauté de communes n'a pas d'équipement culturel. Donc, dans le cadre de ce projet, elle mène un parcours qui va prendre place dans différents sites des communes. Et là, la thématique était femmes créatrices, femmes artistes, donc à la fois dans des bibliothèques, à la fois dans une église, à la fois dans un petit théâtre d'une commune, dans les établissements scolaires. Donc, l'idée, c'est que nous, on est coordinateurs, mais chacun aussi prenne sa part, à la fois financière, à la fois de manière logistique. Donc, ça nécessite de dialoguer, d'échanger pour que les projets aboutissent et se mettent en place de manière fluide. Donc, on a plutôt opté sur une grande majorité des rendez-vous culturels sur une gratuité. Et puis, voilà, faire en sorte que tout ne se passe pas dans la ville-centre et que ce soit aussi bien maillé dans le territoire. Voilà. Ce qu'on peut vous dire comme exemple concret cette année de ce qui va se passer, mais c'est la première fois, hein, donc voilà, on va expérimenter aussi. Dans les autres actions qu'on porte, alors il y a des choses qu'on avait déjà depuis quelques temps, donc on a un festival de cinéma, donc qui touche tout public, mais aussi les établissements scolaires. Donc pour arriver à toucher tout le monde, comme on n'a que 2 cinémas, sur le territoire. Donc, on prend des moyens simples. Hein, on a décidé de payer le transport, en tout cas d'acheminer les élèves vers les cinémas, parce que sinon, ils ne pourraient pas avoir droit à cette séance de cinéma. Il y a des interventions, des actions qui se passent directement sur les communes. Donc, des fois, on a juste impulsé un cinéma plein air, par exemple, qui se déplace. Et ensuite, les communes s'aperçoivent que finalement, c'est pas très cher, oui, on peut le mettre en œuvre par nous-mêmes. Donc, on les aide à cette mise en œuvre en disant, voilà ce que vous pourriez faire. On les accompagne simplement la première fois financièrement et ensuite, ils arrivent à se prendre en charge des communes de 1500 habitants. Chez nous, comme on l'a évoqué Cécile, tout le monde n'a pas un théâtre, tout le monde n'a pas un cinéma. Donc comment on peut arriver
leur donner l'envie et la possibilité d'avoir des actions culturelles dans leur commune. Et en fait, ça se fait assez naturellement, puisque justement, on a ce lien entre nous qui comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose, ce lien qui s'est renforcé entre élus, de ne pas hésiter à aller demander des conseils, et puis d'en parler. Soit ils viennent vers Cécile, soit ils viennent vers moi, donc, ou entre eux aussi. Moi, j'ai mes collègues maintenant qui décident de mutualiser des choses. Voilà, ils n'ont plus besoin de nous et ça, c'est super. Donc voilà quelques exemples, en tout cas, de plus précis de ce qui se passe sur notre territoire. On a plusieurs questions, Laurence, Cécile, qui ont été postées dans la conversation. Oui. Je pense que, est-ce que vous aviez encore des éléments à nous présenter ou est-ce qu'on peut peut-être poser quelques questions? Allez-y. Oui. Alors, il y a 3 questions qui remontent un peu au début de la présentation. Mireille Degnaud qui nous demande si la communauté de communes Sudré Atlantique, et pardon pour tout à l'heure, a la compétence culture. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez des musées sur la communauté de communes? Et il y a Bertrand Mérette qui nous demande de détailler, si possible, quelques actions culturelles que vous auriez pu mener donc l'année passée. C'est ça, Bertrand? Oui, mais vous avez déjà commencé à répondre. La question venait bien en amont de votre intervention. D'accord. Donc, en la lisant, je me suis dit qu'il y avait un petit décalage. Donc, du coup, la compétence culture, est-ce qu'il y a des musées? Et après, il y aura des questions sur la gouvernance. Vas-y. Alors, il n'y a pas de musée sur le territoire. Quand on travaille sur la thématique du patrimoine, en fait, on a une association qui dépasse le périmètre de notre intercommunalité et qui travaille sur le petit patrimoine et qui propose, donc ça va aussi répondre à Bertrand aussi, qui propose donc une action culturelle à destination des scolaires, mais qui pourrait être aussi proposée au tout public, avec donc une découverte du patrimoine naturel ou historique, et sous forme de 3 ateliers: environnement, histoire, patrimoine et lecture de paysages. Donc, on fait appel au CPE. Donc, on n'a pas de musée. Pour autant, on travaille quand même le domaine du patrimoine de cette manière-là. Alors, c'est à petite échelle, hein, mais au moins, c'est un secteur qui n'est pas laissé pour compte. Et la compétence culture, bah oui, on l'a. Donc, elle est très en lien avec le projet culturel de territoire, et les critères qui ont été exposés font partie de cette compétence. Donc, si je me souviens bien, on peut vous la donner de manière littérale, hein. Donc, il y a mise en réseau des bibliothèques du territoire pour le développement de la lecture publique, enseignement de la musique, et puis après mettre en place des actions culturelles avec ces critères-là, donc qui sont inscrits dans la compétence. Et le chapeau, c'est aussi mise en place d'un projet culturel de territoire. Voilà. Donc elle est c'est assez précis. Donc il n'empêche qu'on n'a pas toute la compétence entière au niveau de la culture, puisque les communes peuvent œuvrer elles-mêmes sur leur territoire, et puis on est vraiment sur une compétence, comme je le disais tout à l'heure, partagée. Et pour donner un autre exemple aussi de ce qui a pu être mis en œuvre, on a eu un musée mobile. Donc on n'a pas de musée, mais on a eu un musée mobile, donc qui est venu sur une commune, et puis c'est pareil. Là, on aide aussi les écoles à se déplacer. On a eu des personnes handicapées mentales qui sont venues aussi voir ce musée. Donc, et on a eu des animations avec les élèves des collèges pour découvrir un petit peu le monde du musée.
Ok, merci pour ces éléments de réponse. Alors du coup, je porte deux autres questions plutôt sur la question de la gouvernance. Question d'Amandine Weber de Loire-Forêt-Aglo, du coup, qui nous demande d'indiquer, si possible, comment sont mobilisés les groupes transversalité, le nombre de fois par an et enjeux que travaillent ces groupes. Et est-ce qu'il a été facile de mobiliser ces acteurs hors champ culturel, hein, je suppose. L'autre question sur la gouvernance, c'est, si je comprends bien, question d'Elsa, la répartition des compétences entre collectivités désigne la région. Ici, on ne voit pas la région impliquée. Pourquoi? Voilà. Donc, ces deux questions sur la gouvernance. Alors, au niveau transversalité, le fait d'avoir des agents sur le territoire, ça va faciliter. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un petit peu de mouvement donc, au niveau des agents, mais ça doit se remettre en route, hein, parce qu'en fait, le nouveau PCT a démarré vraiment en septembre avec le forum culturel. Donc là, on doit relancer la transversalité, et puis on attendait d'avoir aussi les agents qui soient en poste, parce qu'on a eu un petit turnover. Donc voilà, donc ça va se faire assez naturellement. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Et pour ce qui est de la région, ils sont sollicités, ils ne sont pas impliqués dans la gouvernance en tant que telle, mais sont invités néanmoins à s'y joindre. Mais on les a sollicités sur des fonds d'aide, donc ils nous ont soutenus justement sur toute la démarche d'évaluation du premier projet culturel de territoire. Et puis, je crois que voilà, on garde un lien, mais ils ne sont pas intégrés de manière plus forte dans cette gouvernance. Voilà. Et il y avait une autre question, Cédric? Non, je pense. Non, c'était bon, c'est bon. Mais du coup, on va prolonger sur la question des partenaires institutionnels. Il y a une question de Muriel Guillon qui pose la question suivante. Qu'est-ce qu'a apporté la convention signée avec l'État et le département? Des cofinancements, des objectifs, entre parenthèses imposés, des compétences, des appuis méthodaux ou humains. Le déploiement du PCT aurait-il pu se faire sans cette convention? Donc ça, c'est une question sur les financements. Puis après, on embrayera aussi sur la question de la coopération avec les communes et les associations. Mais avant, arrêtons-nous sur la convention signée avec l'État et le département. Alors, est-ce que ça aurait pu se faire sans? Je ne pense pas. On a besoin de nos partenaires financièrement, mais pas que. Le lien qu'on a avec eux, qui s'est tissé depuis quelques années, est important parce que le soutien parce qu'on est transparent, parce qu'on dit ce que l'on fait, parce qu'on voit si on va effectivement dans leur champ ou pas, si on va vers ce qu'ils souhaitent aussi. Et je pense que, en tout cas, avec le PCT numéro 2 et le fait de partir du terrain, on a pleinement rempli cet objectif. Et c'était important, et c'est vraiment important d'être tout le temps en lien avec eux. Voilà. Alors oui, on est content d'avoir des sous. Je dirais pas le contraire, hein, parce que voilà, et puis c'est ce qui permet aussi de travailler avec eux pour ce qui est de la commune centre Machecoul-Saint-Même. Si elle rentre pas dans le cadre du projet culturel de territoire, clairement, elle aussi, elle peut obtenir des financements parce qu'elle intègre le PCT. Donc voilà. Donc au travers de ce partenariat financier, c'est pas simplement en lien avec le PCT, ça nous permet évidemment d'aider des associations, mais aussi la ville de Machecoul-Saint-Même, dans le cadre de sa programmation culturelle. Pour vous donner un ordre d'idée, le département accompagne l'aide à la professionnalisation. Donc le poste que j'occupe, il a été soutenu par le département et l'État de manière dégressive sur 3 ans. C'est le mode opératoire assez commun, je dirais. Et puis le poste aussi du collègue qui est en charge du réseau des bibliothèques a aussi été soutenu par le département. Et là, la DRAC est en attente de voir comment on se positionne sur le développement d'un contrat territoire lecture. On va dire que
Du côté des Yeux de la Drac, le projet culturel de territoire est un prémisse de leur dispositif contractuel qui est le contrat territoire lecture ou parfois un CLEA, donc un contrat local d'éducation artistique. Ça nous laisse le temps en fait de poser notre action et de aussi la faire connaître aux acteurs culturels. Et parfois, je pense que ça peut aussi les aider, à la fois le département et l'État et peut-être parfois la région, quand on a un lien contractuel sur un dossier en particulier, de faire remonter aussi voilà, qu'est-ce qui se passe dans les territoires ruraux comme le nôtre. Quelles sont les problématiques de développement culturel des associations, du monde associatif en général. Donc c'est aussi un lien qui se crée comme ça et ça. Alors on dialogue beaucoup, on échange, hein, parce que des fois on n'est pas tout le temps d'accord sur les actions. Parfois on nous dit ce serait bien d'aller vers plus les scolaires, mais nous on n'est pas encore prêts parce qu'il faut des moyens supplémentaires pour agir de manière plus importante sur l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. Prendre possession de leurs nouveaux outils, Adage, Pass Culture, et là on n'est pas encore tout à fait prêt. Et d'un point de vue financier, le département aussi soutient, et l'État, des actions plutôt en direction des publics prioritaires pour eux, donc les scolaires, les personnes en situation de handicap ou dits empêchés, donc personnes âgées. Et ça va à peu près entre 25 et 30% des actions, quoi. Voilà, le pourcentage environ. Et pour vous donner un ordre d'idée, tout notre programme opérationnel, cette année, il est à hauteur de 306 000 €, poste de mon collègue compris. Et le département nous finance à peu près, oui, autour de 25% de ces 306 000 €. Merci et dedans, beaucoup. il y a toutes les subventions aux porteurs de projets et aussi de l'association École de musique. Merci pour ces précisions. Du coup, peut-être une autre question sur la coopération avec les communes et avec les associations. Question d'Elsa également. Comment un projet culturel de territoire impacte le travailler ensemble au-delà de l'articulation fonctionnelle entre les programmes d'action des uns et des autres? Donc la coopération avec les acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou associatifs, du coup, comment ça se passe chez vous? Concrètement, c'est vrai que le fait d'avoir eu l'évaluation a permis déjà d'apprendre à se connaître. Donc cette interconnaissance, elle est importante. D'apprendre à connaître effectivement ce qu'est un PCT. Et puis après, c'est le lien, je dirais, principal, c'est quand même Cécile. Parce que effectivement, si les associations ont besoin d'informations, de soutien, eh bien, ils vont aller se tourner vers la technicienne du PCT. Donc voilà. Et puis, il y a aussi Pierre-Yves au niveau des bibliothèques, parce que les bibliothèques, étant donné qu'elles sont quand même on a une bibliothèque dans chaque commune, au niveau structure, c'est important puisque pour le coup, on peut aller dans toutes les communes proposer une action qui peut se dérouler au sein des bibliothèques. Alors, et Pierre-Yves peut être là en soutien puisque on n'a pas de salariés dans toutes les bibliothèques. On a aussi beaucoup de bibliothèques qui s'appuient sur des bénévoles. Et ça, c'est, je pense, un point très important aussi. Le fait d'avoir des personnes qui coordonnent, que ce soit le PCT ou la mise en réseau, c'est hyper important. En fait, hein, parce que voilà. Et puis, les élus s'adressent à eux directement. Parfois, c'est à moi, mais voilà. Donc, il y a quand même quelque chose dans le lien qui fait que naturellement, on crée du dialogue
pour essayer de mettre en place et mettre en œuvre des actions dans toutes les communes. Je ne crois pas qu'il y ait de recette magique en fait. Et puis on a une dimension de territoire, 8 communes, c'est peu par rapport au territoire aussi grand ville. Mais néanmoins, on travaille un peu aussi sud-nord, quoi, en fait. Voilà. Parce qu'il y a de la distance, bien évidemment. Donc on essaye de travailler le territoire de cette manière. Et puis, oui, la porte d'entrée, c'est soit Pierre-Yves, mon collègue du réseau de bibliothèques, ou soit moi. Mais après, comme les règles là, sont assez claires aussi au niveau des élus en charge de la culture ou dans les communes, s'ils ont des demandes de leur association ou d'un bénévole ou d'une autre, ils vont pouvoir être en mesure de répondre. On a donné des outils pour qu'ils puissent répondre aussi, eux, dans leur commune, avant qu'ils fassent la démarche de venir vers nous. Donc, les élus sont aussi très impliqués pour répondre aux questions. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une petite subtilité de question qui était posée. Au-delà de l'articulation fonctionnelle entre les programmes d'action et des uns et des autres, c'est ça la subtilité peut-être? C'est la question de la coopération. Après, le programme d'action qui est présenté chaque année en conseil communautaire n'empêche absolument pas les communes de travailler de leur côté ce qu'ils ont envie de mettre en place dans leur commune au moment estival, tout au moment de l'année, quoi. Les communes qui portent des festivals, donc voilà, qui ne rentrent pas forcément dans le cadre du projet culturel de territoire. Mais parce que c'est historique et voilà. Ça, tout n'y rentre pas, c'est pas grave en fait. Oui. L'idée, c'est peut-être d'avoir une vue un peu plus globale pour se dire que nous, ce qui va rentrer peut-être dans le cadre du projet culturel de territoire, ça ne se percute pas au niveau date. Ça va être ça, peut-être plus, de se dire... voilà, de mieux se connaître, c'est se donner des indications et des informations sur ce qui se passe sur chaque commune pour pas qu'il y ait des choses qui effectivement risquent de se percuter. Là, je parlais tout à l'heure du cinéma plein air. Dans l'idée, c'est qu'on fait 2 communes par an. Enfin, en tout cas, le projet culturel de territoire en porte 2 par an. Il y en a d'autres qui ont décidé de le porter tout seul, mais on se donne les dates pour étaler. On sait très bien qu'entre nord et sud, comme disait Cécile, ça ne va pas se percuter parce que y a des déplacements qui ne se font pas comme ça. Donc, les habitants ont leurs habitudes de vie et leur bassin de vie. Et par contre, quand ça va être 2 communes proches, on va éviter d'avoir 2 actions en même temps. Alors, je suis obligé d'accélérer un petit peu du coup le rythme parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième séquence. Juste vous poser 2 petites dernières questions là qui viennent de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer de Bertrand Mérette et Yannick Asquette. Est-ce que dans le cadre de cette démarche de PCT, est-ce qu'il y a eu davantage de mutualisation, de moyens humains ou techniques entre acteurs observés, hein, et aussi l'autre question plus technique, comment se répartit le temps de travail de Cécile finalement, de manière un peu schématique, demande de Yannick. Et après, on passe à la suite. En fait, ils sont très volontaires, hein, les acteurs sur le territoire pour travailler ensemble. Donc, parfois, on finance un peu de temps de travail sur la mise en œuvre d'actions culturelles. Et moi, en fait, mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit bien réparti sur le territoire, que ça réponde aux objectifs qu'on s'est fixés, là, les axes qui ont été présentés par Laurence, qu'il y ait un dialogue, enfin que aussi ça rentre dans ce qui est attendu des partenaires institutionnels, État et conseil départemental. Je viens pas, assez peu souvent, je viens
en support sur le terrain. Exemple hier, c'est une action qu'on porte avec le Théâtre Espace de Ré dans le cadre du projet culturel de territoire. Donc on mène une tournée artistique dans 8 EHPAD ou résidences seniors de la communauté de communes. Et du coup, pour accueillir les artistes, on se répartit entre l'équipe du théâtre de la ville-centre et moi. Et puis, là, ce matin, je ne pouvais pas y être, donc c'est une élue qui prend le relais. Donc, en fait, on est agile, on essaye de bien communiquer et du mieux qu'on peut pour que des actions se passent dans le territoire. En fait, je pense qu'entre eux, le fait d'avoir eu les différents forums, etc., ça a permis aussi cette interconnaissance. Et maintenant, ils n'ont plus forcément besoin de nous, les acteurs. Hein. Donc, et c'est très bien. Parce que l'idée, c'est aussi qu'il y ait des choses qui se fassent de manière autonome et indépendante. Donc voilà. Et puis, donc Cécile, elle est sur un poste à 30 heures semaine. Donc ça veut dire que c'est 4 jours dans la semaine, 4 jours qui sont denses. Et voilà, ça peut être du terrain, ça peut être beaucoup aussi, c'est du lien avec les partenaires, avec les acteurs. Nous, on se voit régulièrement. L'administratif, préparer les commissions, voilà. Donc voilà comment ça se répartit. Après, on est, comme disait Cécile, souple pour essayer de se rendre au maximum disponible. Très bien. Merci Laurence, merci Cécile pour les réponses aux questions liées à cette première séquence. Je vous propose qu'on bascule du coup sur la suivante. J'ai vu qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas pu traiter. On essaiera peut-être de les reprendre tout à l'heure si on a le temps. Du coup, quand on a préparé ce webinaire, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez peut-être faire un focus sur ce que vous estimez peut-être être les deux belle réussite de ces dernières années avec le PCT. Je pense notamment à toute la dynamique enclenchée sur l'éducation artistique et culturelle à tous les âges de la vie, et ça vous le dites souvent, et c'est un plaisir de vous entendre le dire. Et le deuxième angle, c'est plutôt la question de la lecture publique et de la structuration progressive du réseau. Voilà. Je vous laisse du coup la main pour nous faire un petit focus sur ces deux cas concrets. Oui, alors, en ce qui concerne la lecture publique, donc il y a eu un premier travail qui a été fait dans l'ancien mandat. Donc on était pratiquement prêt à recruter quelqu'un pour coordonner. Donc il y avait eu état des lieux, il y a une stagiaire qui était venue justement établir un diagnostic, à dire toutes les marches qu'il fallait monter pour arriver à une mise en réseau des bibliothèques. Donc 8 communes, 9 bibliothèques. Et en fait, voilà, on est arrivé en février 2020 et les collègues élus ont dit, bon, nous, on ne veut pas prendre la décision d'un recrutement, on veut laisser ça aux prochains élus. Donc voilà. Alors forcément, en 2020, on s'est pris de plein fouet la période confinement. Donc il a fallu réactiver un petit peu avec des nouveaux élus tout ce qui s'était enclenché dans le premier projet culturel de territoire, faire un peu une mise à jour de tout le monde. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis il fallait aussi communiquer auprès des personnes qui étaient dans les bibliothèques, que ce soit les bénévoles ou les salariés, pour dire on ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas. On était au bout du bout. Nous, il fallait quelqu'un vraiment pour mener le projet à bien. Donc j'ai réussi à avoir quand même un chargé de mission. C'était pas sans mal. Donc, pour dire, on voit ce qu'il en est. La mayonnaise prend ou prend pas. Et puis, en fait, Pierre-Yves est arrivé. Il a repris contact. Il a été énormément sur le terrain. Il a mis en œuvre beaucoup de réunions. Et en fait, toute la dynamique qui était déjà dans la première phase, il l'a retrouvé, il l'a relancé et tout le monde avait envie d'aller vraiment sur cette mise en réseau des bibliothèques. Donc la première marche a été d'avoir un logiciel commun et donc de passer par un portail. Donc voilà, et ça s'est fait, alors pas simplement, parce que quand toutes les communes ont déjà leur logiciel, et puis il n'en faut qu'un seul, lequel on va prendre, et pourquoi on prendrait celui-ci et pas l'autre, puisqu'il y en avait 2 sur le territoire.
Donc voilà. Mais ça s'est fait. Et le fait d'être accompagné sur le terrain par un coordinateur a beaucoup aidé, en tout cas pour cette petite phase de transition vers un logiciel commun, un portail commun. Et ensuite se sont mis en place donc, les... pour les documents. La navette. La navette, voilà. La navette de documents s'est mise en place assez rapidement. Voilà pour ce qui est de la lecture publique. Peut-être. Il a été lancé en janvier 2023, donc ça fait 1 an que c'est en fonctionnement. Et je rajouterais une chose, c'est que donc on a travaillé avec beaucoup de bénévoles et en fait c'est les personnes bénévoles qui ont aussi apporté leur pierre à ce projet de mise en réseau et qui ont aussi pu convaincre leurs élus dans leur commune que c'était vraiment important pour la lecture publique et puis ils ont vraiment vécu aussi de plein fouet l'isolement pendant la crise du Covid. Donc là, il y avait vraiment une nécessité à faire du commun, à se mettre ensemble pour mener à bien la mission de service public d'accès à la lecture publique. Voilà. Et il y a eu une volonté aussi politique de mettre la gratuité dans 7 communes sur 8. Donc, et ça, c'était à la demande que ce soit des salariés ou des bénévoles. Donc voilà, et la 8e, je pense qu'ils sont en réflexion pour éventuellement cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, il y a une réflexion qui est en cours. Donc chaque commune a en fait... c'est ça qui est un peu complexe, c'est que du coup, on n'a pas la compétence complète. Mais chaque commune a décidé de passer à la gratuité ou pas. Mais néanmoins, on est souple, encore une fois, parce que la commune qui est restée payante, elle a quand même intégré le réseau. Bon, c'était délicat maintenant pour leurs administrés, la population de la commune, mais bon, pour autant, il n'y a pas eu de baisse qui ont été constatées. Oui. Nous, sur ma commune, on a retrouvé un niveau, en tout cas, qui était équivalent à 2017. Donc, 19. 2017. Oui, donc ce qui fait que pour le coup, ça nous conforte aussi dans ce choix-là. Alors, comme on le disait pour le PCT, c'est donc une compétence qui est partagée. Nous, on a au niveau de l'Interco, on a le réseau. Le reste, les bâtiments, les salariés sont à la charge des communes. Hein. Donc, l'achat des documents également. Donc voilà. Et c'est cette articulation-là qu'il faut aménager parfois. Donc, mais quand on a un coordinateur, je le répète, hein, parce que c'est important, et ça permet quand même de mieux harmoniser tout ça. Et pour les EAC, ouais. Alors, excusez-moi Laurence, excusez-moi Cécile, il y a une question de Solange Batty du département de la Haute-Garonne qui pose la question. Alors, vous avez en partie répondu sur la question de la politique tarifaire, mais elle voulait savoir du coup s'il y a une carte d'emprunt commune à tout le réseau des bibliothèques. Oui. Donc, on a compris que pour la politique tarifaire, du coup, il y a gratuité sauf dans une commune, mais du coup, il y aurait une carte qui permet de circuler entre l'ensemble des bibliothèques du réseau, c'est ça? Oui, oui. Oui, même s'il y a une commune qui a décidé de ne pas faire la gratuité, la carte elle est commune, donc ça veut dire que je peux emprunter dans la commune de Legé, aller déposer dans la commune de Saint-Marc qui a 35 km, voilà, parce que c'est sur mon chemin, et puis on peut faire venir des documents dans notre commune des autres bibliothèques. Merci pour ces précisions. Les EAC. Voilà, ok. Et une question d'Amandine sur la méthode qui a permis l'émergence du PCT, Amandine Weber, mais on verra si on a le temps de la traiter. Pour l'instant, je vous laisse du coup rentrer sur le second volet, du coup, qui est celui de l'éducation artistique et culturelle, tel que vous vous apprêtiez à le faire. Donc l'éducation artistique et culturelle, donc nous on la différencie entre le milieu scolaire et pour tout public, enfin à différents âges de la vie, on va dire.
En ce qui concerne le milieu scolaire, je pense que là, on est en phase aussi de réflexion de comment on va mieux travailler parce que du coup, là, moi, je ne suis pas chef de file sur l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que chaque porteur de projet monte une action en direction de ces publics-là et en lien avec les enseignants et les directeurs d'établissements scolaires. Et après, ça répond ou pas au projet culturel de territoire. Donc, en gros, on travaille quand même bien ensemble pour savoir si on est on répond à la fois aux exigences de l'éducation nationale, de la DRAC et puis du département, et si ça rentre dans le projet culturel ou pas, sinon ça reste dans l'ordre d'un portage unique, quoi, en fait. Donc le théâtre Espace de Ré, pour être un peu plus concrète, donc c'est le théâtre municipal de la ville-centre, mène une action qui était un peu préexistante, mais a pu la développer à destination des ados. Donc ça s'appelle Festival Ado. Et donc là, il est proposé des ateliers, théâtre et parfois danse dans les établissements scolaires. Et donc ça s'adresse au public collégien et lycéen. C'est là où on a pu justement avoir des fonds de la région dans ce dispositif-là. Mais du coup, chaque acteur amène ses projets d'éducation artistique et culturelle en destination des établissements scolaires et on les travaille ensemble pour qu'ils soient dans le programme opérationnel du projet culturel de territoire. Aujourd'hui, faut qu'on se réajuste parce qu'il y a cette histoire de... ça pousse un peu pour que l'intercommunalité soit chef de file là-dessus, parce qu'il y a là des outils qui ont été mis en place notamment par l'État avec le Pass Culture et Adage. Mais pour autant, voilà, on n'en a pas les moyens aujourd'hui de mettre ça en place. Et puis, il y a là encore une histoire d'échange et de dialogue et de relation que chaque porteur de projet a avec les enseignants, quoi. En fait, c'est une histoire humaine, on va dire, à chaque fois. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, mais voilà, ça pourrait évoluer. Et sur d'autres actions qu'on mène auprès, par exemple, des personnes âgées, là, il y a un coportage Comcom et théâtre et du coup Clic aussi, avec une animatrice qui fait le lien avec les autres animatrices des établissements seniors, EHPAD et différentes structurations. Et là, du coup, nous, on apporte, on va dire, la relation, le choix artistique, on le fait quand même un peu en commun. On leur demande s'ils préfèrent la danse, si c'est participatif, si ils préféraient la musique. Enfin, voilà, on fait ensemble un peu le choix. Et puis après, nous, on monte toute la tournée ensemble. Voilà, et pour ces projets-là, la Comcom finance le théâtre municipal, le département aussi, et l'État aussi finance ce projet-là concrètement. On a aussi mené une action envers les tout-petits. Donc là, on a mis autour de la table les RPE, les crèches, les petites enfances, les crèches, micro-crèches, les écoles maternelles étaient invitées. Donc c'était un coup de cœur aussi. Et on a travaillé avec les Jeunesses musicales de France, qui sont présentes au niveau national. Et donc en fait, à chaque fois, on est plusieurs acteurs et ensemble, on va mener des projets, on va les proposer à un public en particulier. Et c'est toujours aussi l'objet artistique qui va
qui va faire en sorte que ça va interpeller plutôt la petite enfance, plutôt les personnes en situation de handicap ou de précarité. Voilà, donc on essaye. On a des jeunes adultes aussi qui, au travers des foyers jeunes travailleurs, vont avoir aussi une éducation à l'image par un partenariat avec une association. Dispositif passeur d'images. Donc aussi, on s'accroche parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, donc du coup on s'accroche à des dispositifs qui existent sur notre territoire ou de manière nationale pour les développer sur le territoire. Donc parfois on est un peu artisanal, hein, mais bon, ça marche quand même, et il y a des belles actions qui en ressortent. Et surtout, on va dire, les bénéficiaires en sont ravis, quoi, parce que sinon, il n'y aurait pas beaucoup de propositions menées sur le territoire. Une petite question, est-ce que c'est lié au partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, cette attention particulière sur les publics en situation de handicap, sur les seniors, les personnes âgées, ou est-ce que vous seriez allé naturellement sur cet élargissement des publics? Non, je pense que c'est les deux, parce que sur le territoire, après avoir fait un petit diagnostic rapide de qu'est-ce qui existait comme structure, quel organisme, ça a été assez. Puis bon, après il y avait aussi le post-Covid, la question, les anciens, comment s'adresse à eux dans nos territoires. Donc, de manière assez naturelle, on est allé vers ces structures-là. Et puis, le fait qu'il y ait un clic avec une animatrice qui nous a vraiment facilité la connexion avec les établissements. Donc, on essaye de potentialiser à chaque fois de ce qu'on a sur le territoire. Et puis, ça répond... comme le secteur handicap, on a des établissements aussi dans plusieurs communes, donc ça permet de faciliter les échanges, quoi. Merci. Il y a une question de Marc Glorenec, du coup, de Granville-Terre-et-Mer, qui pose la question suivante. Est-ce que vous envisagez l'évolution de votre volet EAC par le pilotage d'un coordinateur, d'un chargé de mission dédié à l'éducation artistique et culturelle? Et du coup, autre question, est-ce que les bibliothèques, par ailleurs, sont impliquées dans la politique de EAC, et si oui, comment? Donc, est-ce que vous envisageriez un pilotage dédié à l'avenir, ou est-ce que c'est déjà fait sinon? Et le rôle des bibliothèques là-dedans, dans le EAC? Moi, d'un point de vue de technicienne, je dirais que ça serait idéal. J'aimerais beaucoup qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de la coordination éducation artistique et culturelle pour mieux réaliser les actions. Mais après, les porteurs de projets qui œuvrent auprès des publics scolaires ou handicap ou les personnes en situation de handicap, on le fait ensemble, et ça crée aussi moi une dynamique qui est celle qu'on a aujourd'hui aussi, donc du lien avec une diversité d'acteurs, pas que culturels, et qui compose notre territoire. Donc c'est aussi important de le garder, ce lien-là. L'envie est là, mais en fait, aujourd'hui, c'est compliqué, parce que c'est du point de vue politique, en fait, où c'est difficile, étant donné qu'on n'a pas réglé certains problèmes au moment de la fusion, et que on est en train d'avancer ensemble. On essaye d'avancer, en tout cas toutes les communes ensemble, sur un pacte fiscal et financier. Donc, tant que ça s'est pas résolu, il est difficile de savoir vers quoi on peut tendre, donc pour être très clair. Et on est déjà 2 à la culture, il y a d'autres services où ils sont peu nombreux, donc on n'est pas très prioritaire. Il y avait une autre question. Alors, la deuxième question, c'était... On n'a pas le micro, Cédric. Effectivement, je viens de m'en rendre compte, pardonnez-moi. Les bibliothèques sont-elles impliquées dans la politique d'éducation artistique et culturelle, et si oui, comment? Oui. Il
Il y a des accueils de classe qui sont réalisés depuis des années, donc ça c'est voilà, resté dans chaque bibliothèque en l'état. Cependant, nous, ce qu'on va proposer au réseau, c'est une formation lecture à haute voix, comment on accueille les publics, petite enfance, enfance. Donc nous, on va plutôt essayer d'apporter ça. Et puis, bien, il y a tout un programme d'action culturelle qui est mené soit directement par les bibliothèques, soit c'est donc là, donc ça reste dans leurs compétences qu'ils avaient avant. Et du coup, nous, on en dimensionne d'autres avec Pierre-Yves, mon collègue, pour que ça profite à plus de bibliothèques, mais parfois on est un peu limité par l'espace en fait. Donc on va aller chercher une exposition que la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique propose, des conférences, et dans certaines bibliothèques ça va pouvoir se faire, puis d'autres pas parce qu'il n'y aura pas l'espace. Mais pour autant, on va pouvoir mener un petit atelier avec, là on est sur le thème du Japon, mais sur le Grand Pays de Ré, donc c'est 4 intercommunalités. Et du coup là, on va proposer atelier manga, où là ça va pouvoir se faire dans une bibliothèque avec un espace jeune, enfin voilà. Et chacun en fait mène ses propres actions culturelles, et la communauté de communes, dans le cadre du réseau, va mettre à disposition, va construire ensemble, parce que c'est pas quelque chose que les bibliothèques consomment, c'est un partage. Il y a l'idée, est-ce que ça vous dit, est-ce que vous avez envie d'aller vers cette proposition-là, donc il y a un BD concert, voilà, il va y avoir différentes choses qui sont menées. Quand c'est un peu plus lourd, du coup, c'est le réseau qui porte. Mais les bibliothèques, néanmoins, restent aussi maîtres de leurs actions culturelles qui menaient aussi auparavant avant qu'on se mette en réseau. C'est comment on croise, en fait, toutes ces actions qui soit viennent des bibliothèques, soit du réseau ou du PCT. Donc voilà, c'est d'où l'idée que vous avez pu voir dans la petite vidéo. Et puis même dans nos plaquettes, où on a des petits chemins comme ça qui se croisent, et puis les petits ronds sont nos communes, et donc voilà, c'est comment on arrive à œuvrer tous ensemble, mais effectivement de temps en temps les parcours se croisent. Merci pour ces quelques éléments de réponse. Du coup, 3 petites questions là sur cette séquence-là. Peut-être qu'on aura le temps d'en revenir un peu sur la méthode ensuite. Est-ce qu'il y a des actions autour du numérique qui sont mises en place, que ce soit dans le domaine de l'EAC ou dans le champ de la lecture publique? On sait que c'est souvent un écrin important pour cela. Et l'autre question, ça porte plutôt sur un aspect plus technique, sur la navette en fait, dans le champ de la lecture publique. Comment elle est gérée finalement cette navette, par qui, et en termes de budget et de moyens humains? Voilà. Donc le numérique et la navette. Je peux répondre sur le numérique. Pour l'instant, c'est pas exploré du tout, même si y a des besoins. Mais là, notre réseau, notamment des bibliothèques, n'est pas du tout assez bien structuré et suffisamment stable pour développer cet aspect-là, ce domaine-là. Donc à explorer en tout cas, on aimerait, mais là on ne peut pas tout faire en même temps. On va déjà stabiliser ce qu'on a mis en place. Et puis la navette, ça s'est fait un petit peu. C'est en interne. Voilà, en interne, un poste qui devait. On avait un agent à requalifier. Donc voilà, on s'est posé la question. On avait un véhicule qu'on a aménagé, et puis tous les mercredis en fait il fait le tour. Et jeudi. Mercredi et jeudi, oui, maintenant. Donc il fait le tour, et on en profite aussi, comme il va dans toutes les communes. Et donc il y a des petites caisses qui ont été achetées par la communauté de communes parce qu'on a la bibliothèque départementale qui nous dessert aussi, donc ça arrive directement au siège de la communauté de communes, donc à Machecoul-Saint-Même.
Et donc ça, en fonction de chaque commune a sa caisse, donc là il en porte et en même temps il en profite pour faire les autres échanges et d'autres documents. Quand on a de la communication à faire passer dans les communes, on passe par lui. Donc c'est un agent technique, c'est pas un agent bibliothécaire. Okay. Merci pour ces éléments de réponse. Du coup, on va prendre 3 petites minutes, puisqu'il y a eu quand même 3 questions sur la question de la méthodo, notamment dans la partie diagnostic. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais ça semble intéresser notre auditoire. Et après, on basculera du coup sur la conclusion de ce webinaire avec les agents et l'élu de Granville Terre et Mer. Donc, les questions, ce sont les suivantes. La première, c'était à quel organisme vous avez fait appel pour effectuer votre audit ? Donc, je fais un paquet. Hein. La seconde, c'est que, voilà, serait-il possible de reprendre plus en détail la méthodologie de la phase d'évaluation participative du PCT? Et la dernière question, c'est sur la question des ateliers qui sont à la suite des forums, semble-t-il. En quoi consiste-t-il? Voilà, en quoi consiste-t-il? Donc, vraiment un petit paquet méthodo. Est-ce que en 3 minutes, vous avez la possibilité de nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Première réponse, c'est l'ouvre-boîte. Le cabinet auquel on a demandé d'intervenir, c'est l'ouvre-boîte, c'est une coopérative d'activité d'emploi et donc la personne qui a répondu à notre cahier des charges, elle s'appelle Marion Fralin-Échevin et donc elle s'est associée avec 2 autres personnes pour répondre à notre cahier des charges. Voilà, donc il y avait différentes réponses et ce qui a porté sur ce choix-là, c'était la méthodologie en intelligence collective pour que les gens se parlent. Et voilà, c'est des méthodes que nous, on ne maîtrise pas en tant qu'agent ou en tant qu'élu, donc on s'est vraiment saisi ça pour mener ce dialogue, cet échange. Pour ce qui est de la méthode, on pourrait vous envoyer toute la planification qui avait été faite, parce qu'en fait, il y a des moments où on était en comité restreint, il y a des moments où on était en atelier et c'était plus élu, d'autres moments où on était en grand forum participatif parce qu'il y avait les acteurs, etc. Donc, et c'était ça, et puis peut-être un petit point sur la manière dont l'ouvre-boîte gérait un peu ça. En fait, il faisait beaucoup d'actions style World Café, des temps d'inclusion, d'éclusion à chaque rencontre aussi. Donc, c'était important aussi d'apprendre à se rencontrer entre participants. Donc, moi, je vous propose ça pour la méthodo. Et puis, au niveau du forum, je pense que c'est le forum qui a été vécu là au mois de septembre. C'était le choix de continuer à poursuivre ce qu'on a vécu pendant l'évaluation et la réécriture, donc d'avoir un forum où tout le monde pouvait se rencontrer. Et donc l'idée, c'est de savoir, alors on n'est pas encore bien fixé sur ce forum, comment on va l'organiser chaque année. On se pose la question maintenant d'aller plus vers une thématique donc voilà, le premier forum, en fait, il servait surtout à reprendre contact et puis à revoir ce qu'on voulait dans ce deuxième PCT2, mais en même temps à aller un petit peu plus loin et à présenter ce nouveau projet culturel de territoire. Et au départ, il devait y avoir la signature, mais ça a été reporté puisque c'était juste avant les élections sénatoriales. Donc voilà, et là, on a un petit groupe d'acteurs qui, autour de Cécile, travaillent justement pour dire qu'est-ce qu'on veut dans chaque forum. D'une année à l'autre, on n'a pas encore fixé, mais on pose la question aussi aux élus de la commission en disant qu'est-ce que vous avez aussi envie de voir dans ce forum. Quel est l'objectif? À chaque fois, il y a un objectif. Donc là, c'est de poursuivre l'interconnaissance entre les acteurs, aussi en amener d'autres à participer. Et on a thématisé celui du mois de septembre sur l'éducation artistique et culturelle, sur un atelier créatif. Voilà, une action d'éducation artistique et culturelle avec des cartes contraintes. Voilà, un groupe il était en milieu scolaire, l'autre il était pour un public tout public. Voilà, on a vraiment laissé le possible créatif, et puis il y a des temps de discussion possibles entre eux, et ça apporte ses fruits parce que voilà, moi j'apprends des choses après que telle association elle s'est mise en lien avec une autre et que du coup ils vont mettre ça en commun.
Mais après, ça dépasse notre domaine. Et il y avait tout. Non, c'est bon. Ouais. On a répondu à tout? Oui, parfaitement. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Laurence, pour ces éléments de réponse. Du coup, on va aller sur la séquence conclusive de ce webinaire. Je vais me tourner du coup maintenant vers la communauté de communes de Granville Terre et Mer. Du coup, Bertrand, Marie-Claude, Corbin, Bertrand Mérette, Yannick Escouette, Marc Lohanec. Voilà, je ne sais pas comment vous êtes organisés pour ce temps-là, mais par rapport au travail qui est en cours sur votre territoire, alors vous allez peut-être nous dire 2 mots sur la communauté de communes, la présenter et nous parler un peu de la démarche qui est en cours sur la structuration du PCT. Mais qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre, du témoignage du coup de Laurence Delaveau et de Cécile Aupier? Je vous laisse la parole. Peut-être Bertrand, j'ai vu que vous avez débranché votre micro, ou Marie-Claude. Juste en quelques mots, rappeler un peu où la collectivité Granville Terre et Mer est actuellement est rendue. Nous venons de terminer, alors c'est une petite communauté de communes également, un petit peu plus grosse que celle de la communauté Sudré-Atlantique. Et j'en profite du coup pour profiter également Laurence et Cécile pour leur exposé qui était très clair et très inspirant pour le coup. Donc nous venons de terminer le diagnostic culturel de territoire avec l'accompagnement donc du Lucas, et celui-ci a quand même souligné, on va dire, une vitalité culturelle assez riche sur le territoire, avec cependant effectivement sans doute un déficit, ou en tout cas un besoin davantage de coopération. Donc ça, c'est quelque chose qui ressortait quand même assez grandement. Donc moi, ce que j'ai noté effectivement dans ce qui vient de nous être exposé, c'est que le PCT permet de renforcer la transversalité un petit peu de l'action collective en dépassant les seuls acteurs institutionnels, en associant les acteurs de l'éducation, par exemple, et du social. Et on voit bien que, effectivement, sur Granville Terre et Mer, on a déjà des formes de coopération qui existent, mais surtout entre les acteurs institutionnels, en associant d'ailleurs la communauté de communes, par exemple, comme sur le réseau des médiathèques qui, chez nous, est fonctionnel depuis plusieurs années, ou également des acteurs institutionnels entre eux. Je pense, par exemple, à des réseaux, sur le spectacle vivant, par exemple, le réseau Voix de scène. Et donc, ce que je note également, moi, un petit peu, c'est un peu le respect dans la diversité. C'est ce que j'ai senti, c'est-à-dire on respecte effectivement les compétences des communes, leur envie, leur identité. Et en même temps, le PCT, c'est un outil aussi qui permet de davantage donner de visibilité à l'action culturelle sur le territoire. Cette notion de visibilité aussi, c'est utile. Et puis, alors vous l'avez dit plusieurs fois, c'est la notion de lien entre les acteurs de l'éducation associatif, les habitants également. Alors, sur la participation des habitants, on n'a peut-être pas trop détaillé, mais je pense que ça pourrait être intéressant après de prolonger peut-être ces échanges. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui est important et qui favorise la démocratie culturelle des territoires. Voilà, c'était à peu près cela que je voulais dire, mais je vais laisser peut-être la parole à Marie-Claude Corbin et à Yannick Asquette qui partagent le même bureau. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer à travers ce webinaire. En fait, nous apercevons avec Yannick que nous avons beaucoup de choses en commun, qui sont des choses qui peuvent être très différentes, mais sur la base de la culture sont quand même des traits communs. Et je vois, en fait, vous avez pris le temps de construire ce projet culturel de territoire, puisque vous l'avez fait en 2 fois, mais il y a quand même eu du temps. Et je pense que ce temps de construction, au moins d'un point de vue politique, à mon sens, est très important. Et je voulais vous demander aussi quelles sont les relations que vous pouvez avoir entre les élus et les services. Comment ça se passe dans cette fonction-là? Quelle est cette relation, en fait? J'ai oublié de poser cette question, mais peut-être vous pourrez nous répondre tout à l'heure. Et en fait, moi, je trouve qu'évidemment, en tant que vice-présidente en charge de la culture, je suis très contente d'avoir entendu ce que vous nous avez dit. Ça nous a paru quand même assez facile, mais je pense qu'au final, sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Mais cette relation que vous faites entre les politiques
et les services me paraît quand même quelque chose de très très important pour la mise en place et pour le bon fonctionnement aussi d'un projet culturel du territoire. Claude Corbin, oui, on va laisser du coup la parole à nos amis de Loire-Atlantique. Sur la relation entre Alors, les élus. relation entre les élus et les services, ça se passe très bien. Donc voilà, parce que c'est transparent, on sait se dire les choses. En plus, enfin, c'est pas que le lien entre Cécile, Pierre-Yves et moi, mais aussi avec les autres élus. Ils ont de la commission, ils se sont rendus compte que on cachait pas les choses, qu'on les donnait. Donc le fait d'être transparent, c'était important. Et puis avec les autres services, par rapport à moi, c'est le CIL qui fait le lien, parce que monter un budget, la compta, etc. Des fois, moi, c'est pas mon truc, hein, donc clairement. Et pour le coup, voilà, ce lien très très étroit avec ses collègues permet aussi d'avoir un montage, en tout cas budgétaire, qui est clair pour tout le monde. Et le fait que ce soit clair pour le service compta et pour l'élu en charge des finances, clairement, on est, enfin, quand on vote le budget, il n'y a pas de souci, quoi. Donc après, il peut y avoir des petites questions qui arrivent, mais de toute façon, on a forcément les réponses. Donc, et je vous dis, et je rappelle, cette transparence nous permet en tout cas d'avoir cette bonne relation. Et nous, tout est traité en amont vraiment du budget. On essaye d'aller de plus en plus en amont pour et présenter aux élus de la commission, mais aussi au bureau communautaire et au service finance, compta, les éléments. J'espère avoir répondu. Parce que ce côté politique est quand même très important. Enfin, nous sommes en train de le vivre en ce moment, donc voilà, c'est quand même très important, c'est la base. Complètement. Ah mais de toute façon, la culture, c'est pas la priorité de beaucoup d'élus, hein. On ne va pas se cacher non plus la face. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. En conseil communautaire, moi, j'ai demandé que quand il y avait certains points, de remonter un petit peu dans l'ordre du jour. Parce que quand on est le dernier point, que tout le monde est fatigué au bout de 2h30, 3 heures de réunion, enfin, c'est pas facile de porter quelque chose parce que plus personne vous écoute. Et puis moi, j'aimerais bien qu'ils soient en pleine conscience quand ils prennent des décisions. Donc, d'où l'intérêt d'avoir leur attention. Donc, de temps en temps, je remonte dans l'ordre du jour pour cette présentation-là. Malgré tout, malgré ce côté politique, malgré tout, sur Grand Littéraire, nous avons quand même une écoute très forte du président et aussi des bureaux, et aussi du bureau communautaire et des élus en règle générale. Mais nous avons quand même beaucoup travaillé sur la démocratie culturelle. Et du coup, ça fait aussi un lien avec les maires des communes qui ont des interventions, par exemple la musique à l'école. En ce moment, à la Épinal, il y a un projet sur l'école publique, en fait, un gros projet de création de contes avec un metteur en scène et aussi avec un compositeur au niveau de musique qui amènera à avoir un gros spectacle en fin d'année. Et ça, en fait, ce sont des choses qui sont quand même très, très importantes. Nous, on travaille beaucoup sur la musique aussi, et aussi sur la lecture, bien sûr, mais on essaie de travailler comme ça avec aussi les élus des communes dans lesquelles les projets se font. C'est une façon d'avancer aussi et aussi d'avoir un peu de confiance aussi, de créer une certaine confiance qui fait qu'après, lorsqu'on demande, lorsqu'on propose des projets, cette confiance s'étant quand même établie, ça devient quand même plus facile au fil du temps. Bien sûr. On sait bien qu'on est dans un monde où on a plein de moyens de communication et pour autant, des fois, la communication, c'est ce qui est le plus compliqué. Et à partir du moment où on communique et qu'on échange et qu'on dialogue sur tout ce qui se passe, effectivement, ça passe mieux. Mais pour autant, certains ne maîtrisent pas tout. On ne peut pas avoir la même chose dans toutes les communes. Donc, on ne peut pas être égaux.
parce qu'on ne va pas avoir le même apport, et pour autant, parce qu'on n'a pas les mêmes structures, voilà. Et pour autant, on a quand même des choses qui se vivent dans chaque commune. Et c'est ça qui est important de montrer aussi à nos collègues. Et je rajouterais aussi, dans le montage des projets qui sont menés dans le cadre du PCT, c'est une notion de temporalité. C'est vrai que c'est important dès le début, dès l'idée, de partager le projet, l'action qu'on a envie de mener, que à la fois ça vienne des communes ou de l'association, et pas juste d'être on va demander une subvention à l'interco, ça rentre dans le projet culturel de territoire, on répond non. Je pense que c'est vraiment de travailler un peu en amont et que chacun s'apporte mutuellement. Tout en gardant sa liberté aussi associative, de mettre en place des projets mais parfois c'est vrai que la discussion a pu amener à réfléchir autrement les actions dans des associations ou même dans des communes. Oui, continue. Alors, excusez-moi, je vais devoir vous interrompre parce qu'il est 11 heures passées et on va essayer de tenir la promesse du temps vis-à-vis des personnes qui se sont inscrites au webinaire. De toute façon, partons du principe que la connexion est faite à l'ouest entre Sudré Atlantique et Granville-Terre-et-Mer et que les échanges pourront se poursuivre par la suite. Voilà, une petite information quand même, vous dire que vous pouvez aussi creuser un petit peu et aller plus loin dans les communs du Lucas. On a pas mal de ressources disponibles sur le site lucarecherche.fr, que ce soit des podcasts, que ce soit des articles universitaires, notamment sur les projets culturels de territoire, mais pas que. On a aussi un kit méthodo pour travailler les politiques publiques avec des outils d'intelligence collective qu'on a rendu public il n'y a pas très longtemps. Et bien sûr, une série de webinaires comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui, également disponible en replay sur notre site. Voilà pour la petite séquence. Alors, pas de pub, c'est parce que l'intérêt général et aussi pour pouvoir creuser. Moi, écoutez, il est 11h04, on va terminer ce webinaire. Moi, je voulais vous remercier, Laurence Delavaux, Cécile Aupier, pour le temps de préparation qu'on a eu ensemble, pour le travail que vous avez fourni pour ce webinaire. Et pour votre temps ce matin, un grand merci sincèrement pour votre présentation. C'était très clair et je pense qu'elle a été appréciée par toutes et tous. Voilà. Je vous souhaite merci beaucoup. Bonne continuation. À vous, et à vous aussi. On est à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui n'ont pas été. Merci à vous. Merci à vous. Une bien belle journée. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.